Chapitre 18. L'idéal animal. Le sentiment de la nature. La dimension de la transcendance peut aussi être activée dans les réactions existentielles aux processus récents qui ont porté et portent encore à une rupture progressive de nombreux liens naturalistes, et donc à des états de déracinement. Il est évident que le climat casanier de la vie bourgeoise disparaît de plus en plus et de façon irréversible, du fait des progrès de la technique, des moyens de communication, de la possibilité de couvrir de grandes distances sur terre, par mer ou dans les airs, et d'accéder aux contrées les plus lointaines. La vie moderne se déroule dans un milieu de moins en moins protégé, recueilli, qualitatif et organique. La possibilité nouvelle de voyager facilement, de se déplacer rapidement, de se retrouver en peu de temps dans des paysages et des pays lointains, nous ont introduits dans le vaste monde. D'où une tendance à une large expérience cosmopolite, à une expérience de citoyen du monde, au sens matériel et objectif, non une idéologie et encore moins humanitaire du terme. À tout le moins, le temps du provincialisme, sous toutes ses formes, est révolu. Pour déterminer ce que la généralisation de cet état de choses peut apporter de positif à un homme différencié et en pleine possession de lui-même, il faut se reporter à quelques idées propres à certaines variétés d'ascèse traditionnelles. Le caractère métaphysique de transit, qui est celui de l'existence terrestre et le détachement du monde, y ont reçu deux expressions caractéristiques, à la fois symboliques et orientée vers la réalisation. La première fut la vue érémitique, qui allait jusqu'à l'isolement dans les lieux déserts et sauvages, et la seconde, la vie errante. N'avoir ni maison, ni terre, aller de par le monde. Cette seconde voie fut aussi celle de certains ordres religieux occidentaux. Dans le bouddhisme ancien, elle fut liée à la notion particulière de départ, début de l'existence non profane, et dans l'hindouisme au dernier stade de la vie. On retrouve en partie une signification analogue dans l'idée de la chevalerie errante du Moyen-Âge, et l'on peut y adjoindre les figures énigmatiques et, en d'autres temps, déconcertantes, des nobles voyageurs dont on ne connaissait pas la patrie, qui n'avaient pas de patrie, ou à qui l'on ne devait pas demander quelle était leur patrie. Sous cette réserve que le cas qui nous intéresse est différent de celui de l'ascète qui se rend étranger au monde. On peut dire que les situations décrites, telles qu'elles se présentent dans la civilisation actuelle, envahies par la technique, peuvent éventuellement servir de stimulant pour des réalisations de ce genre. De même que dans une grande cité où règne la masse, au milieu du fourmillement d'êtres presque irréels, sans visage, on peut souvent éprouver un sentiment profond d'isolement ou de détachement, de façon plus naturelle peut-être que dans la solitude des landes et des montagnes, de même que ce que nous venons de dire des techniques ultramodernes de communication qui font disparaître les distances et de l'élargissement des horizons de l'homme actuel aux dimensions de la planète, peut servir à alimenter le détachement, la supériorité intérieure, le calme transcendant au cœur de l'action et du mouvement dans le vaste monde. Être partout et nulle part chez soi. De cette façon, le négatif peut une fois de plus se transformer en positif. L'expérience offerte est souvent imposée dans une mesure croissante à nos contemporains de changer de ville, de frontière, voire de continent, de sortir du cercle où pouvait auparavant s'enfermer avec ses particularités toute une existence tranquille, peut perdre ce que de nos jours elle offre le plus souvent de banal, de matter of fact, de touristique ou d'utilitaire, et peut au contraire faire partie intégrante d'une vie différente, libérée, prenant un sens profond, ainsi que nous l'avons expliqué. Il suffit pour cela que soit présente en nous la juste capacité de réaction. Puisque dans la victoire technique moderne sur la distance, le facteur vitesse joue un rôle essentiel, on peut en passant mentionner les valences propres à l'expérience même de la vitesse. On sait que nombreux sont les gens,
hommes et femmes aussi désormais, qui en usent presque comme de l'alcool pour obtenir une ivresse essentiellement physique, alimentant un moi lui-même essentiellement physique, qui a besoin de fortes émotions pour s'étourdir et s'anesthésier. Mais de même que la machine, certaines situations de vitesse dans notre monde actuel, envahies par la technique, peuvent avoir une valeur symbolique virtuelle et être un moyen de réalisation. Lorsque le mouvement, étant lié au risque, requiert une lucidité d'autant plus grande qu'il est plus rapide et provoque alors un calme et une immobilité intérieure d'ordre supérieur. Dans ce contexte, l'ivresse de la vitesse peut aussi changer de nature, passer d'un plan à un autre et présenter quelques traits communs avec le genre d'ivresse dont nous avons parlé en décrivant l'état de dionysisme intégré. Ces considérations pourraient se prêter à d'amples développements. Pour en revenir à ce que nous disions un peu plus haut, l'expression « nomade de l'asphalte », bien qu'on en ait beaucoup abusé, illustre bien l'effet négatif et dépersonnalisant que provoque dans la vie des grandes cités modernes l'affranchissement du genre de lien dont nous avons parlé. Mais il ne s'agit pas pour nous d'aboutir là encore à cette forme de révolte et de protestation qui, pour défendre les valeurs humaines, tombe dans un retour à la nature, en partant de l'antithèse entre ville et nature, entre civilisation et nature. Ce thème appartient déjà au répertoire bourgeois du siècle passé. Mais il est repris aujourd'hui dans le cadre de ce que nous pourrions appeler la primitivisation physique de l'existence. C'est là un des effets de cette régression en vertu de laquelle, sur la voie de sa libération, l'occidental s'est de moins en moins senti un être privilégié de la création et s'est de plus en plus habitué à se considérer au contraire comme un membre d'une des nombreuses espèces naturelles, voire animales. L'apparition et la propagation du darwinisme et de l'évolutionnisme ont été d'indiscutables indices de cette orientation intérieure. Mais en dehors du domaine théorique et scientifique, ceci s'est manifesté dans la vie quotidienne sous forme de comportement et a donné naissance à ce que quelqu'un a appelé l'idéal animal, en pensant surtout à l'Amérique du Nord où il apparut tout d'abord. Ce terme s'applique à l'idéal de bien-être biologique, d'euphorie optimiste, qui met l'accent sur tout ce qui n'est que santé, jeunesse, force physique, sécurité et succès matériel, satisfaction primitive des appétits du ventre et du sexe, vie sportive, etc., et dont la contrepartie est une atrophie de toutes les formes supérieures de sensibilité et d'intérêt. Nous en avons déjà parlé. Il est évident que seul un homme, se développant exclusivement dans ceux de ces aspects qui ne les différencient pas d'une espèce animale, peut avoir fait de pareil idéal le standard de la civilisation moderne. Nous ne reviendrons pas sur le fait que cet idéal trouve une correspondance dans le nihilisme voilé des courants politico-sociaux qui prédominent aujourd'hui. Nous désirons seulement mettre en lumière cette tendance vers un retour à la nature sous le signe d'une sorte de culte physique de la personnalité. Il ne s'agit pas des formes simples, légitimes, mais banales d'une compensation organique. Aucun problème ne se pose lorsque l'homme d'aujourd'hui ressent le besoin de récupérer physiquement, de se détendre les nerfs, de fortifier son corps en dehors de l'ambiance des grandes cités modernes. De ce point de vue, la vie dans la nature, la culture physique et certaines variétés de sports individuels peuvent certainement jouer un rôle utile. Mais il en va différemment quand on fait intervenir des facteurs spirituels pour ainsi dire sur un plan polémique, c'est-à-dire quand on pense que l'homme qui vit dans la nature et fortifie son être physique est plus proche de lui-même que parmi les expériences et les tensions de la vie civilisée. Quand surtout on suppose que des sensations plus ou moins physiques de bien-être et de récupération ont un rapport quelconque avec quoi que ce soit de profond, ou avec ce qui, d'un point de vue supérieur, doit être considéré comme l'être humain intégral. Outre la tendance qui, sur de telles bases, conduit à l'idéal animal et au naturalisme moderne, il faut dénoncer de façon générale l'équivoque qui s'attache à la formule d'un retour aux origines confondu avec un retour à la terre-mère, et précisément à la nature.
Bien qu'il ait été souvent mal appliqué, l'enseignement théologique d'après lequel il n'y a jamais eu d'état purement naturel pour l'homme n'en est pas moins juste pour autant. Dès le début, l'homme s'est trouvé placé dans un état supranaturel dont il a déchu ensuite. En effet, pour l'homme au sens propre, typique, il ne peut jamais être question de ses origines, ni de cette mère, en vertu desquelles personne ne peut s'affranchir de la promiscuité de ses semblables, ni même des espèces animales. Tout retour à la nature, formule qui, généralisée, peut aussi inclure toutes les revendications au nom des droits de l'instinct, de l'inconscient, de la chair, de la vie inhibée par l'intellect et ainsi de suite, est un phénomène de régression. L'homme qui devient naturel en ce sens, en réalité, se dénature. Nous pouvons revenir ici au point d'où nous étions partis, car le rejet de cette conception entraîne comme conséquence particulière, dans le cadre du comportement qui doit être naturel, au type d'homme que nous étudions, le dépassement de l'antithèse entre cité et nature. C'est l'attitude de celui qui n'a son lieu ni dans la nature, ni dans la ville, de celui qui est normal et entier au sens supérieur, en ce qu'il garde une distance présence à l'égard de l'une comme de l'autre, et ne voit qu'une forme d'évasion, un symptôme de fatigue et d'inconsistance intérieure dans le besoin et le plaisir de s'abandonner, de se détendre, de se sentir soi-même d'une façon animalement physique. Le corps fait partie de la personne au sens déjà précisé d'instrument défini d'expression et d'action dans la situation que l'on assume en vivant. Il est donc évidemment nécessaire que lui aussi soit soumis à cette discipline, à cette prise active et formatrice, qui doit assurer à tout l'être une unité. Ceci n'a cependant rien à voir avec le culte de la personnalité physique, pas plus qu'avec la manie des sports, notamment des sports collectifs, qui constituent aujourd'hui une des formes d'opium les plus vulgaires et les plus répandues parmi les masses. Pour ce qui est du sentiment de la nature, en général, le type d'homme qui nous intéresse doit considérer la nature comme faisant partie d'un tout plus vaste et plus objectif. La nature, c'est pour lui aussi bien la campagne, la montagne, les bois, la mer, que les digues, les turbines et les fonderies, le réseau tentaculaire des grues et des quais d'un grand port moderne ou un complexe de gratte-ciel fonctionnel. C'est cela le lieu d'une liberté supérieure. Se maintenir présent, libre à soi-même, devant l'une ou l'autre nature, au milieu des steppes ou sur des cimes presque inviolées, aussi bien que dans des boîtes de nuit. La contrepartie de l'idéal animal, c'est la banalisation du sentiment de la nature et du paysage. Ceci valait déjà pour la nature idyllique dont on fit un mythe au temps de l'encyclopédie et de Rousseau. Plus tard, ce fut la nature chère aux bourgeois qui s'inscrivit dans la même ligne. La nature bucolique ou lyrique, caractérisée par tout ce qui est beau, gracieux, pittoresque, reposant, par tout ce qui inspire de nobles sentiments. La nature aux ruisseaux et aux bosquets, au coucher de soleil romantique et au pathétique clair de lune. La nature où l'on dit des vers, où l'on ébauche des idylles, où l'on évoque les poètes qui parlent de belles âmes. Bien que sublimé et dignifié, c'est le climat éternisé par la pastorale de Beethoven. Ce fut enfin la phase de la plébéinisation de la nature, l'éruption en tout lieu des masses et de la plèbe, motorisée ou non, avec les agences de voyage, l'organisation des loisirs et tout le reste. Et plus rien n'est épargné. Le naturisme et le nudisme représentent le phénomène limite. La pullulation vermiculaire sur les plages de milliers et de milliers de corps masculins et féminins offrant au regard une insipide demi-nudité en sont un autre signe. Et un autre encore est l'assaut que livrent à la montagne les téléphériques, funiculaires, télésièges et pistes de ski. Tout ceci relève de l'état d'extrême désagrégation de notre époque. Il ne vaut pas la peine de s'y arrêter. Il s'agit au contraire pour nous de préciser le rôle que peut jouer le contact authentique avec la nature dans la recherche de cette dépersonnalisation active dont nous avons déjà parlé.
À cet égard, il peut être utile d'examiner quelques-unes des positions qui s'inscrivent dans la ligne de la Neue Schacklichkeit, mais ne peuvent prendre toutefois leur pleine signification que pour notre type d'homme différencié. Matzke a écrit, ouvrez les guillemets, « La nature est le grand royaume des choses qui ne veulent rien de nous, qui ne nous talonnent pas, n'exigent de nous aucune réaction sentimentale, qui, devant, nous sont muettes comme un monde en soi, éternellement étranger. C'est cela exactement ce qu'il nous faut, cette réalité grande et lointaine, reposante par elle-même, bien au-delà de toutes les petites joies et les petites douleurs de l'homme. Un monde d'objets enclos en lui-même, où nous nous sentons nous-mêmes un objet. Détachement complet de tout ce qui n'est que subjectif, de toute vanité et nullité personnelle. C'est cela pour nous, la nature. » Fermez les guillemets. Il s'agit donc de rendre à la nature, à l'espace, aux choses, aux paysages, ce caractère lointain et étranger à l'homme qui était couvert à l'époque de l'individualisme, quand l'homme projetait dans la réalité, pour se la rendre proche, ses sentiments, ses passions, ses petits élans lyriques. Et il s'agit de redécouvrir le langage de l'inanimé, qui ne se manifeste pas avant que l'âme ait cessé de se verser sur les choses. C'est de cette façon que la nature peut parler à la transcendance. Alors de lui-même, le regard se déplacera de certains aspects particuliers de la nature à d'autres, plus favorables à l'ouverture sur le non-humain et le non-individuel. Nietzsche aussi avait parlé de la supériorité du monde inorganique, en définissant l'inorganique, la spiritualité sans individualité. Il a vu une analogie entre la clarification suprême de l'existence et la pure atmosphère des cimes et des neiges, où il n'y a plus de brume ni de voile, où les qualités élémentaires des choses se révèlent nues et rigides, mais en une absolue intelligibilité, et où l'on saisit l'immense langage chiffré de l'existence, la doctrine du devenir qui s'est fait pierre. Faire que le monde redevienne calme, stable, clair, froid, lui rendre son caractère élémentaire, sa grandeur fermée, ce fut aussi, comme nous l'avons dit, l'exigence de la nouvelle objectivité. Et l'on a souligné à juste titre qu'il ne s'agit pas là d'insensibilité, mais d'une sensibilité différente. Pour nous aussi, il s'agit d'un type d'homme que la nature n'intéresse plus pour ce qu'elle offre d'artistique, de rare ou de caractéristique, qui ne cherche plus dans la nature la beauté, ni ce qui nourrit une confuse nostalgie ou parle à la fantaisie. Pour ce type d'homme non plus, il n'y aura pas de paysages plus beaux que d'autres, mais des paysages plus lointains, plus immenses, plus calmes, plus froids, plus durs, plus primordiaux que d'autres. Le langage des choses, du monde, ne nous parvient pas parmi les arbres, les ruisseaux, les beaux jardins devant des couchers de soleil chromos ou de romantiques clairs de lune, mais plutôt dans les déserts, les rocs, les steppes, les glaces, les noirs fjords nordiques, sous les soleils implacables des tropiques, précisément dans tout ce qui est primordial et inaccessible. Et il est naturel que l'homme qui éprouve ce sentiment différent de la nature adopte une attitude active à l'égard de celle-ci, presque par induction de la force pure ainsi perçue, plutôt que de se livrer à une contemplation vague, imprécise et divagante. Si, pour la génération bourgeoise, la nature était une sorte d'intermède idyllique et dominical de la vie citadine, et si, pour la génération plus récente, elle est le déversoir d'une bestialité obtuse, envahissante et contaminatrice, elle est, pour notre homme différencié, l'école de l'objectif et du lointain, un élément fondamental de son sens de l'existence, et elle finit par présenter un caractère de totalité. Ce que nous avons dit plus haut devient alors évident. On peut parler d'une nature qui, dans son aspect élémentaire, est le grand monde où les paysages de pierre et d'acier des capitales, les rues rectilignes et sans fin, les complexes fonctionnels des quartiers industriels se trouvent sur le même plan que les forêts immenses et solitaires, sous le signe d'une austérité, d'une objectivité et d'une non-personnalité fondamentale.
Nous avons déjà fait remarquer plus d'une fois qu'au fond, nous nous référons toujours dans l'étude des problèmes d'orientation intérieure qui se posent à l'époque actuelle à des idées que l'on peut retrouver dans les doctrines internes traditionnelles. Ceci s'applique aussi à ce que nous venons de dire. Une des caractéristiques de l'homme qui tourne à son avantage les processus objectifs de destruction du monde moderne, c'est que pour lui, la nature est libérée de l'humain et s'ouvre au langage du silence et de l'inanimé. Mais certaines écoles de sagesse traditionnelles, comme le zen, suivirent une voie semblable, à laquelle elles donnèrent le sens d'un lavage réel, d'un éclaircissement du regard ou d'une ouverture de l'œil, d'une ouverture illuminant la conscience qui a vaincu le lien du moi physique, le lien de la personne et de ses valeurs. Ceci conduit à une expérience qui se place déjà sur un autre plan que celui de la conscience ordinaire et ne fait pas à proprement parler partie du sujet de ce livre. Il est intéressant toutefois d'indiquer le rapport qu'elle offre avec la vision du monde centrée sur la libre immanence dont nous avons parlé dans un précédent chapitre, à propos de laquelle nous avions déjà fait une rapide allusion au zen, et qui, à l'occasion de considérations d'un autre ordre, se présente encore une fois comme la limite d'un nouveau réalisme. Une vieille tradition disait déjà « infiniment lointain est le retour ». Parmi les maximes du zen qui indiquent la direction dont il s'agit, nous citerons celle-ci. La grande révélation que l'on atteint après une série de crises mentales et spirituelles consiste à reconnaître qu'il n'existe aucun au-delà, rien d'extraordinaire, que seul existe le réel. Mais le réel est perçu dans un état où il n'y a pas de sujet de l'expérience ni d'objet expérimenté. Un état caractérisé par une sorte de présence absolue, où l'immanent se fait transcendant et le transcendant immanent. On enseigne que dans la mesure où l'on cherche la voie, on s'éloigne d'elle, ce qui vaut aussi pour la recherche de la perfection et la réalisation de soi-même. Le cyprès dans la cour, un nuage qui projette son ombre sur la colline, la pluie qui tombe, une fleur qui s'ouvre, la monotone rumeur du ressac, tous ces faits naturels et banals peuvent provoquer l'illumination absolue, le satori. Ces faits, précisément en tant qu'ils n'ont pas de signification, de finalité ni d'intention, ont un sens absolu. C'est ainsi qu'apparaît la réalité dans la qualité pure de choses qui sont comme elles sont. La contrepartie morale est évoquée par des formules comme celle-ci. L'ascète pur et incontaminé n'entre pas dans le nirvana et le moine qui viole les préceptes ne va pas en enfer. Ou encore, tu n'as pas besoin de chercher à te libérer des liens car tu n'as jamais été lié. Dans quelle mesure on peut atteindre à ces sommets de la vie intérieure dans le cadre défini plus haut, cela reste indéterminé. Nous n'avons voulu signaler que la convergence des tendances de certains thèmes et une direction.